Nous allons à présent passer le micro à M. Antoine Sey. Bonsoir à toutes et à tous. Le printemps arabe a vraiment existé. Quand vous avez 70% de la population qui a moins de 30 ans et qui se retrouve dans la rue, c'est que ce printemps a réellement été incarné. Mais quand toute révolution, depuis la nôtre en 1789, en passant par celle de 1848 ou de 1917, les révolutions ont hélas vocation à se faire confisquer. Celle de la Tunisie ne l'est pas encore. Elle est on l'a rappelé, très justement, elle est en gestation, elle est en vie, elle avance. Je dirais que les élections à l'université de Tunis laissent à penser déjà que le vote massif pour les islamistes a été nettement réduit chez les jeunes. Cela dit, juste je m'arrête à un problème de définition. On a beaucoup entendu parler des islamistes et des salafistes. Il n'y a que les Turcs qui veulent convaincre les gens qu'il y a un islamisme modéré. Un islamiste, au XIXe siècle, si on lit ensemble Chateaubriand et ses mémoires de Toton, l'islamisme est comme le judaïsme, comme le christianisme. Ce n'est qu'en 1983 que deux chercheurs de l'université d'Aix, Gérard Michaud et Bruno Etienne, ont voulu donner un terme, un nouveau concept par rapport à l'intégrisme et au fondamentalisme, et qui concernait spécifiquement l'islam. L'intégriste étant celui qui s'attache à l'intégrité du texte, le fondamentaliste c'est celui qui le transpose dans ses postures, dans ses attitudes, et les deux ensemble donnent l'islamisme, c'est-à-dire celui qui veut islamiser ou réislamiser les salafistes et les islamistes ont remporté 60% des suffrages. Au présidentiel, M. Morsi est arrivé en tête avec 25%. Il est soutenu par les frères musulmans et par les libéraux. C'est un peu le grand écart, mais manifestement, il en a plus vite l'habitude. Il est suivi par Ahmad Shafi, ancien Premier ministre général de carrière, avec 24%. Mais la grosse surprise, l'immense surprise que personne n'a vue, c'est l'émergence à 23% du Nassérien Sabahi, qui a fait sa campagne, et si la campagne avait duré un mois de plus, il serait parmi les deux premiers. Sabahi n'a aucun charisme, mais sa campagne s'est faite uniquement sur les slogans de Nasser et du retour au nasserisme et des valeurs du nasserisme, donc surtout beaucoup de nationalisme, le retour de l'Égypte sur la scène arabe, etc. Bon, il y a l'autre surprise, c'est la débâcle de l'ancien secrétaire général d'Ali Karam, ancien ministre des Affaires étrangères de Moubarak, Amr Moussa, qui était donné le favori, qui devait tenir la corde, sauf qu'il n'a fait que 11%. Donc, le retour du Nassérien n'est pas définitivement éliminé, parce que lundi prochain, la Cour constitutionnelle, qui semble s'être réveillée entre-temps,
doit juger de l'invalidité du général Shafik, qui a été l'ancien Premier ministre, le dernier Premier ministre de Moubarak. Ce qui veut dire que si demain Shafik est invalidé, bon, on se retrouve avec Morsi et Sabahi. Et là, très probablement, arithmétiquement, Sabahi passera, puisque les jeunes s'y reconnaissent. En effet, que ce soit les jeunes Tunisiens ou les jeunes Égyptiens, se voient aujourd'hui un peu écartés. C'est pour ça qu'ils sont redescendus dans la rue également. Aujourd'hui, on assiste en Égypte à deux nouveaux ordres, sachant que les islamistes, au début de la Révolution, ne voulaient pas que leurs partisans manifestent. Il y en avait interdit. La même chose en Tunisie. Donc, aujourd'hui, on a deux ordres, un militaire en Égypte et un islamiste. Ce sont deux ordres qui s'affrontent, mais qui ont été, ces derniers temps, complices pour écarter la jeunesse révolutionnaire. En Tunisie, l'armée a été et est restée neutre. Aujourd'hui, face à l'ordre islamiste, il faut quand même avouer que ce sont essentiellement les résistantes, je ne dis même pas les résistants, mais les résistantes, qui se battent depuis 8 mois pour empêcher précisément l'introduction d'articles dans la Constitution qui font de la Tunisie, ou plutôt de la population tunisienne, et qui introduisent l'article précisant que le Coran et la Sunna sont sources de législation. Et voilà qu'éclate la Syrie. Bien entendu que la Syrie est une dictature. Moi-même, je ne peux pas oublier que j'ai subi dans ma chair et dans mon sang les velléités, les volontés destructrices du père Assad. Mais j'ai peur de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi j'ai peur? Parce que je regarde là aussi une carte. Il n'y a pas une nuit où je n'ai pas rêvé de voir partir Assad. Mais quand je regarde la carte, je me rends compte que l'Irak, en 3 ans, est devenu 3 pays en un. Le Kurdistan au nord, le Chiistan au centre et au centre-sud, et l'enclave sunnite autour de Bagdad. Il paraît qu'au Liban, après 15 ans de guerre et 30 ans de crise, on revit ensemble. On s'embrasserait même sur la bouche. Mais j'ai l'impression que les Occidentaux s'arrêtent à Beyrouth. Et c'est vrai qu'à Beyrouth, on s'embrasse goulûment sur la bouche pour signer un contrat. En revanche, où dorment les gens? Les chrétiens ont un territoire homogène. Les Druzes, autres dissidents chiites, qui s'est beaucoup éloigné de l'islam pour se rapprocher des philosophies religieuses asiatiques, ont un territoire homogène. Les sunnites sont sur le littoral. Avec un dilemme. Si demain, la partition du pays devait être institutionnalisée comme en Irak, que fait-on des chiites? Par ailleurs, la Syrie, c'est vrai, est en guerre civile maintenant. J'ai moi-même vu les armes passer entre le 20 et le 22 octobre dernier à Iskenderun en Turquie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une course entre les prétendants, pardonnez-moi cette comparaison posée, des quelques pays qui veulent tous devenir le Vatican du sunnisme. Jusqu'à maintenant, c'était l'Arabie Saoudite, non pas avec des arguments de dogme ou avec des arguments rationnels, pas du tout,
avec des arguments sonnants et trébuchants. Et maintenant, il y a le retour de l'Égypte, qui dispose quand même d'une arme, et on l'a signalé tout à l'heure, d'une arme extraordinaire, c'est l'université d'Al-Azhar, qui est la référence universitaire en Égypte et dans le monde musulman. Et vous avez également la Turquie, qui prétend et qui est venue dire aux musulmans de cet espace arabe, je n'ose plus parler de monde arabe puisqu'il est éclaté complètement, de cet espace arabe, nous sommes le modèle. Sauf que c'est une imposture que de le dire, car M. Erdogan, Premier ministre patron de l'AKP, sait très bien que la laïcité est inscrite dans la constitution turque, alors qu'elle n'existe pas dans aucune constitution arabe. Plus encore, on a dit que M. Erdogan a gagné les élections en juin dernier. En fait, il les a perdues, car ce n'était pas la majorité absolue qu'il voulait, il savait qu'il l'avait. C'était les 2/3 des sièges qu'il voulait pour pouvoir précisément changer la Constitution. Et il n'a pas pu le faire. Il n'en reste pas moins que cette course au Vaticanat, je mets des guillemets, du sionisme, s'explique par la peur d'un nouvel acteur aujourd'hui, où l'on peut dire que la révolution également a déjà commencé en 2009, c'est l'Iran. L'Iran est devenu aujourd'hui une puissance régionale. Et depuis 30 ans, les Perses ont bâti, en instrumentalisant le chiisme, autre branche de l'islam, ont bâti une véritable stratégie perse. Oui, je t'en prie. Si c'est un attentat, dites-le moi. Et à partir du moment où ils ont bâti l'arc perse, ils ne peuvent pas mettre en danger cet édifice. Téhéran, le verrou irakien a sauté grâce aux États-Unis, bien entendu, puis ensuite la Syrie. Les Alaouites sont une des dissidences du chiisme inspirée par l'imam Ja'far, le 6e de l'imama. Et enfin, le Hezbollah dans le sud-Liban avec l'autre partie chiite, Amal. Cet arc est un véritable arc perse. Donc, il est bien entendu que l'Iran a mis tout son poids dans la défense du régime syrien. Et d'un autre côté, si demain la Syrie éclate, nous aurons une enclave sunnite qui représenterait la majorité de la population, autour de 60%, entre le triangle Homs, Hama, Damas. Mais les Alaouites, eux, ont un terrain de repli qui est la façade maritime de la Syrie. Et les 3 ports, Tartus, Banias, Latakia. Un port de plaisance, Latakia, un port industriel, Banias, industriel et pétrolier, Banias, et un port industriel seulement, exclusivement, qui est Tartus. Donc, on est réellement à la veille d'un éclatement en Syrie. Ce qui me frappe dans ces révolutions, c'est que lorsqu'elles sont parties de Tunis et d'Égypte, à aucun moment, et souvenez-vous, le mot islam n'a été prononcé. Ce qui est encore plus frappant, pour quelqu'un de ma génération en tout cas, c'est qu'à aucun moment le mot Israël n'a été prononcé. Pendant près de 42 ans de métier, chaque fois qu'il y avait un coup d'État, un soulèvement, un mouvement rectificatif comme le coup d'État de Hafez el-Assad en novembre 70 à Damas, chaque fois le communiqué numéro 1 c'était l'appui à la résistance palestinienne contre l'État sioniste, raciste, totatite. On connaissait l'article numéro 1 du communiqué avant même qu'il ne soit émis à la radio. Donc,
Ces deux éléments sont pour moi porteurs d'espoir. Ce qui est également porteur d'espoir, c'est que quand on tombe des législatives égyptiennes de 60% d'islamistes et de salafistes à 35% d'islamistes et de salafistes, ça veut dire que là aussi, ils ne sont pas dangereux dans la mesure qu'une fois frottés à l'usure du pouvoir, ils en payent également les conséquences. Et ce qui me frappe également, c'est l'autisme d'Israël. Autrement dit, le gouvernement israélien n'a eu aucune réaction autour de ces mouvements qui se déroulent actuellement dans le monde arabe. Il est certain que quelque chose de nouveau est arrivé la semaine dernière. Tout d'un coup, Madame Tzipi Livni, qui est chef du parti Kadima, a rejoint le gouvernement. Israël dispose d'un gouvernement d'union nationale. Dans l'histoire d'Israël depuis 1948, chaque fois qu'il y a eu un gouvernement d'union nationale, c'est soit pour la guerre, soit pour la paix. La guerre contre qui? Contre l'Iran, elle n'aura jamais lieu. Là aussi, je fais appel à l'histoire. Ni les Israéliens ni les Iraniens n'ont la mémoire courte. Qui, dans les temps anciens, a libéré les Juifs de Babylone? Ce sont les Perses. Qui a obligé les Babyloniens à payer, à rembourser les Juifs pour que ces derniers puissent reconstruire le temple, le deuxième temple? C'est les Perses. Qui, en 1980, dès qu'il y a eu la guerre Irak-Iran, guerre, là aussi, à trois niveaux, guerre entre Perses et Arabes, guerre entre sunnites et chiites, et guerre stratégique pour le contrôle du golfe Persique avec son enjeu pétrolier dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a aidé l'Iran face aux Irakiens, alors que le monde entier, pas seulement la France, comme l'écrivent certains journaux, a aidé l'Irak. Même la Suisse neutre, même la Belgique toute petite, même l'Angleterre bien entendu, le Venezuela, le Brésil, il n'y a pas un pays producteur d'armes légères ou lourdes qui n'a pas aidé l'Irak. Il y en a un seul, Israël, qui en septembre 82 livre des pièces de rechange pour les avions iraniens, qui sont des avions américains comme en Israël, et en mars 83 livre des munitions aux Iraniens. Et puis, j'ai raconté dans un de mes derniers livres comment moi-même j'ai rencontré un Israélien à Téhéran en mai 2007, comment je l'ai suivi le mois d'après à Jérusalem pour lui demander ce qu'il faisait. Et pendant 1h15, il m'a interrogé sur ma famille, mes enfants, mes 11 neveux et nièces, qui étaient éclatés aux quatre coins du monde. J'aurais été un idiot parfait si je n'avais pas compris que mon dossier était à jour chez lui. Et il me dit, et d'ailleurs je me fais traiter d'idiot, puisque quand il me dit, mais que veux-tu savoir? Je dis ce que vous faisiez le mois dernier à Téhéran. Il se penche au-dessus du café, il me dit, Antoine, moi qui te croyais intelligent, bon, merci pour ça, penses-tu que depuis les 30 ans, depuis la révolution iranienne, il y a un jour qui se soit passé sans qu'on ait des relations avec les Iraniens? Donc, toute ma lecture qui se basée sur un prisme de confrontation se retrouve complètement à plat. Ça ne veut pas dire qu'ils sont alliés. Si les Israéliens assassinent les ingénieurs chargés du nucléaire en Iran, c'est une réalité aussi. Si les Israéliens ont besoin, pour leur propre intérêt, l'intérêt de l'État d'Israël, de retarder la construction, ne serait-ce que théorique,
de l'arme nucléaire, il n'hésite pas. Et cela est normal. Comme il est normal, et même si cela force notre admiration, que les États-Unis fassent également ce qui est de leur intérêt. Les États-Unis ont écrit, aussi bien avec leurs premiers architectes de la diplomatie, dans les années 50, en 53 exactement, les frères Dallas, dont l'un était secrétaire d'État dans les affaires étrangères, l'autre, son frère, était à la tête de la CIA. Ils ont écrit, comme M. Kissinger en 1974, comme les néoconservateurs dès 80, qu'ils ne veulent pas discuter avec des blocs. Un élève de première faisant une analyse de texte comprendra que la Ligue des États arabes était condamnée à mort. On pourrait discuter aussi de leur attitude vis-à-vis de l'Europe, mais c'est un autre problème. De la même manière, en 1974, dans le Middle East Journal, le secrétaire d'État, M. Kissinger, s'exprime en disant « Désormais, les États-Unis vont devenir un élément incontournable dans tous les conflits du Proche-Orient. » En 1974, qu'est-ce qu'il y a eu comme conflit au Proche-Orient? Un. Énorme. Extraordinaire, c'était le conflit israélo-arabe. Mais alors, à partir de 1975, ça va être un chapelet. La guerre du Liban en 1975. Que la presse anglo-saxonne puis française a appelé la guerre civile. Alors il y avait toujours un élément extérieur. En 1975, il y avait les Palestiniens. En 1976, il y avait les Syriens. En 1977, la fameuse force arabe de situation. En 1978, les Israéliens. En 1982, Israël. Ce n'est qu'en 1983 qu'il y a la première manifestation de la guerre civile. Mais on avait oublié, parce qu'entre-temps, il y a en 1979 l'invasion de l'Afghanistan. En 1980, la guerre Irak-Iran. Et ensuite, la fameuse deuxième guerre du Golfe en 1991. Et il y a eu la Syrie ensuite. Il y a eu 2001, le 11 septembre. Il y a eu 2003, l'Irak, on cherche toujours les armes de destruction massive, et puis, enfin, dirais-je, les printemps arabes. Les printemps tunisiens et égyptiens. Tous les deux encore en gestation. Que peut-il arriver demain? J'ai envie que ces printemps arabes atteignent les pays du Golfe, ces fameux pays qu'on appelle les pétromonarchies, mais de grâce, revenez à vos manuels de géographie, on les a toujours appelés la côte des pirates. Hier, c'était des pirates de perles, aujourd'hui, ce sont des pirates de la finance. Ensuite, que deviendrait la Syrie? Oui, la Syrie peut éclater demain. Oui, les Alaouites peuvent revenir sur leur pays qu'on appelle la vallée des Nazaréens, mais il peut aussi, demain, renverser la vapeur, scénario peut-être possible, en faisant la paix avec Israël. Là alors, l'ex-neurophilosophe devenu mannequin à César applaudirait, même si ça reste un scénario, pour le moment en tout cas improbable. Mais à ce moment-là, M. Netanyahou fait la paix avec M. Assad ou son successeur, qui pourrait être dans ce cas son beau-frère ou quelqu'un du clan. Et 30 mois après, c'est le tour du Liban. Et M. Netanyahou dirait aux Occidentaux, mais qu'est-ce que vous me demandez encore? J'ai fait la paix avec les 4 États voisins d'Israël. Ne me parlez plus d'État palestinien. Une fois de plus, les Palestiniens paieront la facture. Aujourd'hui, tout est ouvert. Les seules certitudes qu'on a, c'est que dans 2 pays printaniers, la Tunisie et l'Égypte, les Tunisiens et les Égyptiens ont dans tous les cas pris l'habitude de descendre dans la rue.
Et ça, plus personne et rien ne pourra les en empêcher. Et c'est sans aucun doute long, ce long processus fera en sorte d'éviter la confiscation de la Révolution à terme, ou alors de ne pas pouvoir empêcher cette confiscation. Mais ça, seuls les Tunisiens et les Égyptiens possèdent la réponse. Lutter contre deux ordres comme l'islamisme et le militaire en Égypte sera difficile. L'Égyptien aujourd'hui est en train d'avoir mal au ventre parce que 8 millions de familles dépendent directement du tourisme et que les autres mamelles économiques ne sont pas florissantes. Il n'y a plus les mamelles des expatriés, 2 millions de professeurs qui envoyaient leur salaire, ou la plus grosse partie du salaire en Égypte. Il y a encore la mamelle du canal de Suez. Il n'y a pas beaucoup de mamelles. La mamelle pétrolière a beaucoup perdu. Et la mamelle du tourisme, qui rapportait entre 7 et 13 milliards de dollars par an à l'Égypte, ça fait 1 an qu'elle est tarie complètement. Donc l'Égypte a ce problème-là. Aujourd'hui, l'Égypte, les Égyptiens cherchent Pharaon, et pour le moment, ils n'en ont pas encore trouvé. Les Tunisiens ont le même problème économique, c'est peut-être pour ça aussi, et à l'aune de la réussite économique, que les gouvernants, islamistes ou pas, seront également jugés. Alors, quelles sont les conséquences pour l'Occident, pour l'Europe? J'ai envie de poser la question, quelle Europe? Celle des 27? Sincèrement, si vous étiez slovène, estonien ou lituanien, qu'est-ce que vous en auriez à cirer du Proche et du Orient, du monde arabe et du Moyen-Orient? Vous seriez beaucoup plus inquiet si vous entendez tousser à Moscou. Donc, je crois qu'une grande partie des pays européens ne se sentent pas concernés par ce qui se passe autour de la Méditerranée. Comment ils sont perçus, les Européens de l'autre côté de la Méditerranée? Jusqu'à maintenant, ça reste la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et à l'extrême rigueur le Portugal. Ce qui nous ramène à l'échec extraordinaire de la Méditerranée, lorsque le 27 juin 2007, le président Sarkozy lance l'idée de l'Union méditerranéenne. C'était extraordinaire. Ça a suscité un espoir fou. Mais il l'a fait sans même consulter ses partenaires européens. L'espagnol a boudé, l'italien a pleuré, mais l'allemande, elle a tapé du poing sur la table. Et elle a dit pas question. Et on a accouché de l'Union pour la Méditerranée. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que cela veut dire, moi je suis preneur. Moi tout ce que j'ai compris, c'est que ça veut dire, nous Européens, nous avons préparé un plat de ratatouille et nous pensons que c'est bon pour vous, alors mangez. Nous étions dans une démarche,
littéralement, viscéralement, essentiellement néocolonialiste. Et la preuve, c'est que cette union pour la Méditerranée est mortenée. Jusqu'à maintenant, elle n'a rien fait. Il est peut-être aujourd'hui, il serait judicieux, en tout cas porteur d'espoir, de la faire renaître, non pas à travers les gouvernements. Mais imaginez si demain, sur le plan universitaire, parce que nous sommes là, aujourd'hui, on sortait une sorte d'alliance ou de protocole d'alliance entre Galatasaray, Mohammedia, Tunis, Alger, Saint-Joseph à Beyrouth, Tel Aviv, Le Caire, Barcelone, Palerme, Aix ou Lyon, parce que les deux ont des spécialités sur cette région. On aurait fait, on ferait d'une pierre trois coups. On irait naturellement vers une unification des programmes. On irait sans aucun doute vers une circulation libre des professeurs. Et on irait, soyons optimistes, vers une circulation enfin libre des étudiants. Les étudiants du Sud voulant venir étudier et terminer leur cursus, leur troisième cycle en France ou en Europe, ailleurs en Europe, pourraient le faire beaucoup plus librement qu'ils le font aujourd'hui. Ça, c'est du concret. Pensez le tourisme. Pensez le tourisme. Et ne pas uniquement susciter le tourisme de masse. Pensez à un tourisme culturel, à un tourisme sportif, à un tourisme spéléologique, à un tourisme uniquement de randonnée. Ça intéresse les gens, mais ça permettrait de réguler également le tourisme. Pour ça, je crois qu'il faut avoir des convictions. Je crois qu'il faut aussi en avoir. Les Égyptiens et les Tunisiens ont prouvé qu'ils en avaient. Et peut-être être assez mûr pour réaliser ces convictions sans être sûr du tout d'être réélu. Et là, ça veut dire qu'on devient un homme d'État. Si vous en connaissez, dites-le moi.